1981. Le village de Ruisseau-Brumeux, à 450 km de la ville. Ici, il n'y a pas d'asphalte, seulement des directions et les lois du policier de quartier Morozov. Il était le tsar. Il prenait ce qu'il voulait. Le matin ne commença pas avec les coqs, mais avec le cri de tante Clava. Elle ouvrit l'ambulatoire et se figea. Igor Viktorovitch Morozov, policier de quartier, maître du village. Maintenant, simplement de la viande. Sur la poitrine, une trace brûlée, une paume de femme, jusqu'à l'os. Avant de continuer, abonnez-vous et écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez. Exactement un mois avant que son corps ne soit découvert mort avec l'empreinte d'une paume de femme sur la poitrine. Octobre 1981. Le vieil autobus, peint en vert sale, entra dans Ruisseau-Brumeux à midi. Le moteur toussait, les pneus patinaient dans l'argile détrempée. Dans le salon, ça sentait les vêtements mouillés, l'essence et le parfum bon marché Moscou rouge. Dasha était assise près de la fenêtre, serrant contre ses genoux un sac avec des instruments médicaux. Ses lunettes s'étaient embuées. Elle les essuya avec la manche de son imperméable et regarda dans la rue. Quelques isbas penchés, l'administration avec une enseigne écaillée, Kolkhoze Lénine, l'ambulatoire, un bâtiment bas à la peinture blanche écaillée. Tout était gris, mouillé, désert. L'autobus s'arrêta devant le perron de l'administration. Les portes sifflèrent et s'ouvrirent. Les étudiants en médecine, 6 personnes, 3 garçons et 3 filles, commencèrent à débarquer. Bruyamment, avec des plaisanteries, soulagés d'être enfin arrivés. Sur le perron se tenait un homme d'environ 40 ans, grand, large d'épaules, en casquette réglementaire et tunique de milicien. Épaulettes de lieutenant-major. Visage rouge, comme s'il sortait du bain. Yeux petits, perçants. Sourire large mais pas bienveillant. « Camarade médecin », donna-t-il en descendant 2 marches. « Bienvenue à Ruisseau-Brumeux. Le policier de quartier Morozov, Igor Viktorovitch. » Tous se figèrent. Il parcourut le groupe du regard, s'attarda sur Dasha. Elle sentit un frisson parcourir son dos. Pas encore de la peur, juste la sensation qu'on l'avait déjà déshabillée du regard. « Qui est votre responsable » demanda-t-il sans quitter Dasha des yeux. « Moi » leva la main une petite fille aux cheveux courts. « Elena Sergeyevna. »« Très heureux, Elena Sergeyevna » acquiesça Morozov. « Et maintenant, présentez-vous tous à tour de rôle, pour que je sache avec qui je vais travailler. » Les garçons se présentèrent rapidement. Sacha, Volodia, Kolya. Les filles aussi. Lena, Sveta, Natacha. Quand vint le tour de Dasha, elle se leva, ajusta son imperméable et dit « Daria Mikhailovna Sokolova, assistante médicale. »« Daria Mikhailovna » répéta Morozov lentement, comme s'il goûtait le nom. « Beau nom. Et vous avez un visage de citadine. Vous n'avez pas peur chez nous, dans cette contrée perdue ?»« Je suis venu travailler, » répondit Dasha d'un ton égal. « Il n'y a rien à craindre. » Il sourit plus largement. « C'est juste. Travailler, c'est bien. Chez nous, il y a beaucoup de travail. L'ambulatoire, les visites à domicile, accoucher, arracher les dents. Vous savez tout faire ? » J'ai étudié. Bien, approuva-t-il. Alors, commençons par vous installer. Les filles à la maison de la culture, il y a 2 chambres libres. Les garçons au dortoir de la Syrie. Et toi, Daria Mikhailovna, tu viens avec moi. Je vais te montrer l'ambulatoire et ton poste de travail. Dasha se figea. « Je peux aller avec les filles ?»« Non, » l'interrompit-il doucement mais fermement. « Tu es assistante médicale. Tu dois être près de l'ambulatoire. Il y a une chambre attenante au cabinet, petite mais chaude. Ce sera plus pratique pour toi. » Elena Sergeyevna ouvrit la bouche pour protester, mais Morozov se tourna vers elle avec un sourire. « Elena Sergeyevna, vous êtes la responsable du groupe. Vous comprenez qu'une assistante médicale doit être sur place 24 heures sur 24. Les appels de nuit arrivent. Accouchement, empoisonnement, n'est-ce pas ? » « Oui, » répondit Elena avec hésitation. « Voilà, c'est parfait. » Morozov frappa dans ses mains. « On se disperse. Les garçons, suivez-moi. Je vais vous montrer le dortoir. Les filles, Elena Sergeyevna va vous installer. Et toi, Daria Mikhailovna, viens. Je vais te présenter ton cabinet. » Dasha regarda ses amis. Sveta détourna les yeux. Natacha se mordit la lèvre.
Elena hocha brièvement la tête. « Va, on parlera après. » Morozov partit devant. Dasha le suivit. Ils passèrent devant l'administration, tournèrent au coin. L'ambulatoire se trouvait un peu à l'écart. Bâtiment d'un étage, blanchi à la chaux, avec une enseigne écaillée, poste médical d'obstétrique. À côté, une petite maison avec une véranda. « Voici ton royaume, » dit Morozov en ouvrant la porte de l'ambulatoire. Salle de consultation, salle de soins, pharmacie, tout y est. Et voici ta chambre. Il poussa une deuxième porte. Petite pièce, lit, table, chaise, armoire. Au mur, un portrait de Brejnev et un calendrier avec des vues de Sotchi. Installe-toi, apporte tes affaires, puis viens au cabinet, je te ferai signer la feuille de route et t'expliquerai comment travailler. Datcha entra. Morozov resta dans l'embrasure, remplissant tout l'espace de sa présence. Des questions ? Quand commencerai-je à recevoir les patients ? Demanda-t-elle sans le regarder. Demain à 8 heures, mais ce soir, viens me voir à l'administration. On prendra le thé, on parlera de la vie, pour que tu comprennes comment tout fonctionne ici. Datcha se retourna. « Je suis fatigué du voyage, je veux me reposer. » Morozov sourit lentement, presque tendrement. « Tu te reposeras, mais ce soir, viens. Ce n'est pas une demande, Daria Mikhailovna, c'est une invitation de l'autorité. » Il fit un clin d'œil, se retourna et partit. La porte resta ouverte. Dasha se tenait au milieu de la pièce, serrant la poignée de son sac si fort que ses doigts blanchirent. Elle regarda le portrait de Brejnev. Celui-ci regardait au loin, calme, bienveillant, ne se doutant de rien. Elle ferma la porte, tourna la clé, s'assit sur le lit et pour la première fois de la journée, sentit quelque chose se briser à l'intérieur. Pas encore de la peur, juste la compréhension qu'ici elle était seule et que les règles ne lui seraient pas expliquées par des mots, mais par des actes. Le matin du jour suivant commença par un froid qui transperçait l'imperméable léger. Dasha se réveilla à 5h moins 5. Le réveil ne fut pas nécessaire. Elle resta allongée, regardant le plafond où une toile d'araignée dans le coin se balançait légèrement à cause du courant d'air. La veille semblait un rêve, mais le bleu sur sa pommette, à peine visible sous la couche de fond de teint, rappelait que c'était la réalité. Elle se leva, se lava à l'eau glacée d'une bassine émaillée, enfila une blouse blanche qui sentait la poussière et le vieux savon. Dans le miroir au-dessus du lavabo se reflétait un visage qu'elle reconnaissait à peine. Yeux légèrement rouges, lèvres serrées en une ligne fine. Elle passa le doigt sur sa pommette. La douleur était sourde mais supportable. Elle appliqua encore un peu de crème, sourit à son reflet. Le sourire était de travers. Il faudrait apprendre à mieux sourire. L'ambulatoire l'accueillit avec une odeur d'iode et de phénol. Dans la salle de consultation était déjà assise tante Clava, une femme d'environ 50 ans, aux cheveux courts et aux mains qui semblaient pouvoir briser une planche à main nue. « Bonjour, Daria Mikhailovna, » dit-elle sans lever les yeux du registre. « Tu veux du café ?»« Bonjour, non merci, » répondit Datcha. « Où est le registre des visites ?» Tante Clava désigna la table d'un signe de tête. « Là, pour l'instant vide. Premier patient à 9h. Grand-mère Matriona, tension. Ensuite, qui viendra, viendra. » Datcha s'assit, ouvrit le registre. Son écriture était soignée, presque scolaire. Elle nota la date, l'heure, prépara le tensiomètre, le stéthoscope, les formulaires. Ses mains ne tremblaient presque pas. À 8h30, la porte du cabinet s'ouvrit. Morozov entra sans casquette. Tunique déboutonnée sur le bouton du haut. Dans les mains, un paquet de Bélomore. « Bonjour, Daria Mikhailovna, » dit-il calmement, comme si la veille rien ne s'était passé. « Bien dormi ?» Datcha leva les yeux, sourit comme elle s'était entraînée devant le miroir. « Bonjour, Igor Viktorovitch. Bien, merci. » Il fit un signe de tête à tante Clava. « Claudia Ivanovna, sortez une minute. Il faut que je parle à la nouvelle employée. » Tante Clava regarda Dasha brièvement, sans émotion, puis se leva et sortit, refermant la porte derrière elle. Morozov s'approcha de la table, s'assit sur le bord, alluma une cigarette. La fumée monta vers le plafond. « Voilà comment ça va se passer », commença-t-il en regardant non pas elle, mais quelque part sur le côté. « Hier, je me suis un peu emporté, ça arrive. Mais tu es une fille intelligente.
Tu comprends où tu es arrivé. Ici, ce n'est pas Moscou. Ici, il y a nos propres règles. Et la règle la plus importante, c'est d'obéir à ceux qui sont responsables de l'ordre. » Dasha se taisait. Ses doigts sous la table serraient le bord de la blouse. « Je ne te ferai pas de mal si tu ne fais pas de bêtises, » continua-t-il. « Tu travailleras, tu souriras, tu feras ce que je dis et tout ira bien. Tu as ton stage, ta caractérisation, ton affectation, tout est entre mes mains. Compris ? » « Compris, » dit doucement Datcha. Il tira une bouffée, expira la fumée par le nez. « Et maintenant, lève-toi, montre-moi comment tu sais sourire. » Datcha se leva, sourit régulièrement, sans tremblement des lèvres. Morozov la regarda attentivement, puis se leva, s'approcha tout près. Datcha ne recula pas. « Bien, » dit-il. « Et maintenant, enlève ta blouse. » Elle se figea. « Quoi ? » ?»« Enlève ta blouse, » répéta-t-il calmement. « Je veux voir ce qu'il y a dessous. Hier, il faisait sombre, je n'ai pas bien vu. » Datcha déglutit. « Igor Viktorovitch, je suis au travail. Tante Clava peut entrer. »« Tante Clava n'entrera pas tant que je ne le dirai pas, » répondit-il. « Allez, pas de bêtises, enlève. » Datcha regarda la porte, puis lui. À l'intérieur, tout se contracta, mais elle déboutonna lentement les boutons de sa blouse. Le tissu blanc tomba par terre. Dessous, une jupe simple et un chemisier. Morozov fit un pas plus près, la prit par le menton, tourna son visage vers la lumière. Le bleu est presque invisible, bien maquillée, intelligente. Il lâcha le menton, passa le doigt sur son cou jusqu'à la clavicule. « Tu es belle, » dit-il doucement. « Ne gâche pas ta vie. Fais ce que je dis, et tu vivras tranquillement. Compris ?» Dasha hocha la tête. « Oui. » Il sourit. « Voilà qui est bien. » Et maintenant, il désigna la table d'examen d'un signe de tête. « Allonge-toi, on va vérifier comment tu obéis. » Dasha fit un pas en arrière. « Non. » Le sourire de Morozov disparut. « Quoi ? Non, je ne veux pas, » dit-elle. Sa voix trembla mais ne se brisa pas. « Vous m'avez déjà une fois, je ne veux pas. » Il la regarda une seconde, puis se balança et frappa, de la paume ouverte sur la même joue. Le bruit fut sec, comme un coup de feu. Dasha fut projetée contre la table, s'agrippa au bord pour ne pas tomber. « Qu'est-ce que tu te permets ?» demanda-t-il doucement. « Tu crois que c'est toi qui commandes ici ? Tu crois que tu peux ? Je ne veux pas. » Datcha pressa sa main contre sa joue. Les larmes montèrent, mais elle ne les laissa pas couler. « Je ne veux pas, » répéta-t-elle dans un murmure. Morozov fit un pas vers elle, l'attrapa par les cheveux, tira sa tête en arrière. « Mais moi, je veux, » dit-il. « Et ici, c'est moi qui décide qui veut quoi. » Il la poussa sur la table d'examen. Datcha tomba sur le dos, suffoqua sous le choc. Il s'affala sur elle, plaqua ses bras sur les côtés. Elle se débattit, essaya de frapper du genou. Il intercepta sa jambe, serra si fort qu'elle cria. « Ne bouge pas, » siffla-t-il. « Ce sera pire. » Datcha ferma les yeux. Les larmes coulèrent quand même. Chaudes, furieuses. Elle ne cria pas, ne supplia pas, attendit simplement que cela se termine. Il finit rapidement, se leva, reboutonna son pantalon, alluma une nouvelle cigarette. « Lève-toi, » dit-il calmement. « Remets-toi en ordre. Dans 10 minutes, tu commences les consultations. » Datcha se redressa lentement, les jambes tremblantes. Elle remonta sa jupe, boutonna son chemisier. Les larmes séchèrent. Il ne resta que le vide. Morozov s'approcha de la porte, l'ouvrit. « Et encore une chose, » dit-il sans se retourner. « Si tu racontes quoi que ce soit à qui que ce soit, si tu dis un seul mot, je te détruis. Pas seulement t'envoyer en prison, te détruire. Compris ? » « Compris, » répondit-elle d'une voix vide. Il sortit.
La porte resta ouverte. Dasha se leva, s'approcha du lavabo, se lava à l'eau froide, se regarda dans le miroir. Le bleu était devenu plus vif. Elle prit le fond de teint, appliqua une autre couche, sourit, maintenant presque naturellement. Puis, sortit dans la salle de consultation. Tante Clava était assise à la table, triait des fiches, leva les yeux. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Dasha hocha la tête. « Tout va bien. » Tante Clava la regarda longuement, puis se détourna. « Premier patient dans 5 minutes, dit-elle. Grand-mère Matriona, tension. » Dasha prit le registre, prit le stylo. « Je note. » La porte claqua, Matriona entra. Vieille femme en foulard avec une canne sur laquelle elle s'appuyait plus qu'elle ne marchait. « Bonjour Dariushka, dit-elle en s'asseyant lourdement sur la chaise. Encore la tension qui saute, comme un tracteur sans frein. Dasha sourit régulièrement, professionnellement. On va mesurer maintenant. Retroussez votre manche. Elle mit le brassard, gonfla la poire. L'aiguille grimpa. Matriona regardait Dasha en plissant les yeux. Ton visage, qu'est-ce qu'il a? Tu es tombé du perron? Dasha ne broncha pas. Oui, j'ai glissé hier. La marche était mouillée. La marche, donc, ça arrive. Dasha releva les mesures. 160 sur 100. Vous prendrez les comprimés? Je prendrai, soupira la vieille. Où aller? Elle se leva, s'appuya sur sa canne. Déjà à la porte, elle se retourna. Fais attention sur ces marches, sinon tu retomberas, ce sera pire. Dasha hocha la tête. Merci, Matriona Ivanovna. Prenez soin de vous. La porte se referma. Tante Clava se taisait, rangeait les fiches, puis soudain dit sans lever les yeux « Tombez donc !» Dasha la regarda. « Oui, tombez. » Klavdia Ivanovna reposa une fiche. « Ça arrive. » Elle ne dit rien de plus. Mais quand, une demi-heure plus tard, arriva le grand-père Pokom avec sa toux, tante Clava sortit dans le couloir et ne revint qu'au bout de 5 minutes. Dasha le remarqua. Elle la regarda comme si elle voulait dire quelque chose, mais se ravisa. La journée s'étirait lentement. Les patients se succédaient. Tension, toux, douleur au dos, quelque chose au ventre. Dasha mesurait, écoutait, rédigeait des ordonnances, distribuait des comprimés de la pharmacie, souriait, disait « Merci, au revoir, rétablissez-vous ». La voix ne tremblait pas, les mains ne tremblaient pas. Seulement à l'intérieur, tout était comme une corde tendue. À la pause déjeuner, Morozov entra de nouveau sans frapper. Dans les mains, un paquet en papier. « Je t'ai apporté à manger, » dit-il en posant le paquet sur la table. « Des pirotchki à la viande, mange, tu es toute maigre. » Dasha regarda le paquet. « Merci. » Il s'assit en face, alluma une cigarette. « Comment s'est passée la première journée ?»« Normalement, » répondit-elle. « Les patients viennent. »« Bien, » approuva-t-il. « Donc tu t'habitues. » Dasha déplia le paquet. Le pirotchki était chaud. Elle en mordit un morceau, mâcha, avala. « C'est bon, » dit-elle. Morozov sourit. « Je te l'avais dit, chez nous tout est fait maison, tout est authentique. » Il finit sa cigarette, se leva. « Ce soir, je passerai vérifier comment tu t'es installé. » Dasha hocha la tête. « D'accord. » Il partit, la porte se referma. Tante Clava entra presque aussitôt. « Il t'a apporté des pirotchki ?»« Oui, » répondit Dasha. Klavdia Ivanovna regarda le paquet. « Mange, tu auras besoin de force. » Dasha mordit un autre morceau, mâcha. « Klavdia Ivanovna, dit-elle doucement, vous travaillez ici depuis longtemps ?»« 42 ans, répondit celle-ci aussitôt. Depuis après la guerre. »« Et comment on vit ici ?» Tante Clava resta silencieuse un moment. « On s'habitue. Au début, c'est dur. Puis c'est comme si on ne pouvait plus faire autrement. » Dasha la regarda. « Et si on ne peut pas s'habituer ?» Klavdia Ivanovna détourna les yeux. « Alors, soit on se brise, soit on apprend à attendre. » Dasha reposa le pirotchki. « Je ne veux pas me briser. » Tante Clava la regarda longuement. « Alors attends, dit-elle. Mais pas seule. » Elle sortit. Après le déjeuner arriva le grand-père Pokom, toussant, crachant dans son mouchoir.
Dariushka, croassa-t-il en s'asseyant. Tiens bon ici, on voit tout. Dasha leva les yeux. Vous voyez quoi? Le grand-père Pokom toussa. On voit tout, et on se tait pour l'instant. Il se leva, posa 3 œufs sur la table. C'est pour toi, de mes poules. Mange. Dasha prit les œufs. Merci, grand-père Pokom. Il hocha la tête et partit. Le soir, quand le dernier patient sortit, Dasha ferma le registre. Tante Clava rangeait les instruments. « Tu rentres chez toi » demanda Dasha. « Chez moi » répondit Klavdia Ivanovna. « Et toi ?»« Je vais encore rester, finir le registre. » Tante Clava la regarda. « Ne reste pas jusqu'à tard, il va venir. » Dasha hocha la tête. « Je sais. » Klavdia Ivanovna s'attarda dans l'embrasure. « Si quelque chose, crie. Je ne suis pas loin. » Dasha sourit. Pour la première fois sincèrement de toute la journée. « Merci. » Tante Clava partit. Dasha resta seule. Elle ouvrit le tiroir de la table, sortit un cahier vierge, celui qu'elle avait apporté de la ville pour prendre des notes. Ouvrit la première page, écrivit un seul mot. Morozov. En dessous, la date et l'heure. Puis referma le cahier, le cacha sous une pile de formulaires. Elle savait qu'il ne restait plus longtemps à attendre. Et quand le moment viendrait, elle ne se cacherait pas, elle compterait. Un mois passa. Dasha s'habitua au rythme. Matin, consultation. Jour, visite à domicile. Soir, silence dans la chambre derrière l'ambulatoire. Elle souriait aux patients, mesurait la tension, faisait des piqûres, distribuait des comprimés, disait merci, rétablissez-vous. Voix égale, main égale. Seulement la nuit, quand Morozov venait, elle faisait silencieusement ce qu'il exigeait, puis restait assise dans le noir et comptait. Combien encore? Les femmes du village commencèrent à remarquer. D'abord des regards échangés dans la file d'attente, puis de courtes phrases à mi-voix. Tante Clava fut la première à s'approcher. À la pause déjeuner, quand il n'y avait personne dans la salle de consultation, elle ferma la porte et s'assit en face de Dasha. « Tu tiens bon, dit-elle doucement. Dasha la regarda, ne répondit pas. « Je sais ce qu'il te fait, continua Klavdia Ivanovna. J'ai vu comment tu marches, comment tu souris. » Dasha serra le stylo. « Et alors ?»« Rien, répondit tante Clava. Je me souviens juste comment ma Natacha souriait aussi. Et puis elle s'est pendue dans la grange, avec une corde de tracteur. » Dasha se figea. Quand c'était? Il y a 3 ans, elle avait 20 ans. Il est venu vérifier comment vivait la famille du policier de quartier. Natacha était seule à la maison ce jour-là. Le mari à l'armée et moi en service. Je suis revenu, elle était dans le nœud coulant. Elle n'a pas laissé de mots, juste le cou brisé. Dasha détourna les yeux. Pourquoi personne n'a rien fait? Tante Clava eut un rire amer. Et quoi faire? Il est l'autorité, nous sommes la poussière. On a dit, la fille n'a pas supporté nerveusement, et c'est tout. Elle se leva. Si tu veux parler, viens ce soir chez moi. Je ne dors pas jusqu'à tard. Dasha hocha la tête. Le soir, elle y alla. La porte de tante Clava était entr'ouverte. À l'intérieur, une lampe à pétrole, une odeur de pommes de terre bouillies, 3 femmes à table, Zina, Niura et Baba Valia. « Entre, dit Klavdia Ivanovna. » Dasha entra, on ferma la porte. Les femmes la regardèrent, pas avec pitié, avec attente. « Assieds-toi, dit Zina, on va parler. » Dasha s'assit. « Je sais ce qu'il te fait, commença Zina. Moi aussi j'avais une fille, il y a 2 ans. Il est venu vérifier. Après elle est partie en ville, elle n'est pas revenue. Elle écrit qu'elle travaille à l'hôpital, mais je sais qu'elle s'est juste enfuie. » Niura ajouta. « Moi, j'ai un fils, il avait 16 ans. Morozov l'a envoyé à l'armée parce qu'il lui avait dit en face « Ne touche pas aux filles ». Il est revenu dans un cercueil. Ils ont dit accident pendant les exercices. Baba Valia se taisait, puis dit doucement. « Mon aîné, il lui a dit l'année dernière, on va vérifier comment tu es infirmière. Après, elle est restée muette 3 mois, puis elle est partie. Elle n'écrit pas. Je ne sais pas si elle est vivante. » Dasha écoutait, les mains serrant le bord de la table. « Et alors ?» demanda-t-elle. Tante Clava la regarda. « Alors on en a assez de se taire. » Zina ajouta. « Il pense qu'on est du bétail, qu'on va supporter. Mais on n'est pas du bétail. » Dasha leva les yeux. « Et que voulez-vous »
Niura répondit qu'il ne touche plus personne. Baba Valia parla enfin. On a décidé. La nuit, dans l'étable, il y a le taureau Grom, vieux, méchant. Si on l'y amène, il finira le travail lui-même. Dasha se tut, puis demanda « Et si on découvre ?» Tante Clava répondit « On ne découvrira pas. On dira toute la même chose. Ivre, il est tombé dans l'enclos, le taureau l'a piétiné. » Zina ajouta « Et si l'une de nous parle, on la maudira jusqu'à la 7e génération. » Dasha les regarda. « Je suis avec vous. » Les femmes échangèrent des regards. « Tu es sûre ?» demanda Klavdia Ivanovna. « Sûre, » répondit Dasha. « Il m'a dit « supporte », j'ai supporté. Maintenant c'est son tour. » Elles se turent. Puis tante Clava se leva. « Alors demain après l'extinction des feux, on se retrouve chez moi, on va à l'étable, c'est tout. » Dasha hocha la tête. Elle sortit la première. La nuit était froide. Le vent chassait les feuilles sèches dans la rue. Elle rentra chez elle sans se retourner. Dans sa poitrine, pas de peur, une décision. Dasha était assise à la table dans la salle de soins et rédigeait le rapport de la visite de la veille. Un garçon s'était luxé la jambe en tombant du perron. Le stylo bougeait régulièrement, les lettres s'alignaient soigneusement. Elle avait déjà appris à tenir la main ferme, même quand tout tremblait à l'intérieur. La porte s'ouvrit sans qu'on frappe. Tante Clava entra. Dans les mains, une tasse en fer blanc vide. Elle ferma la porte, tourna la clé. « Tu veux du thé ?» demanda-t-elle. Dasha leva les yeux. « Non, merci. » Klavdia Ivanovna posa la tasse sur la table, s'assit en face. « Alors écoute, » dit-elle doucement. « On a parlé hier, on a pris la décision. Demain soir. » Dasha reposa le stylo. « Quoi exactement ?»« L'étable, Grom y est. Vieux taureau, méchant. On l'y amènera, on l'attachera, on le laissera. Le matin, on dira « Ivre, il est entré, le taureau l'a piétiné. » Dasha se tut, puis demanda « Et si l'enquête ne croit pas ?»« Elle croira, » répondit Clava. « On dira toute la même chose. Il s'est saoulé lui-même. Il est allé voir le taureau lui-même. Il est tombé lui-même. Accident. Chez nous, dans le district, ce genre d'accident arrive chaque année. Personne ne creusera. » Dasha la regarda. « Vous êtes sûr ?»« Sûr, » dit Klavdia Ivanovna. « Ce n'est pas la première fois qu'on se tait. Mais maintenant, ça suffit. » Elle se leva. « Tu n'es pas obligé. Tu peux rester à l'écart, mais si tu décides, viens demain à minuit chez moi. La porte de derrière sera ouverte. » Dasha hocha la tête. « Je vais réfléchir. » Tante Clava sortit. La porte resta entr'ouverte. Toute la journée, Dasha travailla en silence, reçut les patients, mesura la tension, fit des piqûres, sourit. Quand Zina vint chercher des comprimés pour la tête, elle s'attarda près de la table. « Tu as entendu ?» demanda-t-elle doucement. Dasha la regarda. « J'ai entendu. » Zina serra les lèvres. « Si quelque chose, crie, on entendra. » Dasha hocha la tête. Le soir, quand l'ambulatoire ferma, elle resta seule, assise dans le noir, regardant le cahier. Il y avait déjà 10 pages, date, heure, qui était venu, ce qu'il avait dit, comment il avait regardé. Elle relut la dernière note. 19h40, Morozov, 12 minutes, parti en silence. Elle ferma le cahier, le cacha sous une pile de formulaires. À minuit, elle sortit par la porte de derrière. La nuit était froide, mais sans vent. Dasha passa derrière les maisons le long des clôtures, pour que personne ne la voie. La porte de l'isba de tante Clava était entr'ouverte. À l'intérieur, une lampe brûlait. Autour de la table étaient assises 4 femmes. Clava, Zina, Niura et Baba Valia. Sur la table, une bobine de corde, de vieilles pinces de forgeron, une hachette, un couteau à poisson. « Entre !» dit Clava. Dasha entra. On ferma la porte. « Tu as décidé ?» demanda Zina. « J'ai décidé » répondit Dasha. Niura lui poussa un tabouret. « Assieds-toi, nous allons parler. » Dasha s'assit.
Klavdia Ivanovna commença la première. Nous connaissons son emploi du temps. Le matin à l'administration, à 10 heures tourner dans le secteur, à midi déjeuner à la cantine. Le soir à l'ambulatoire, chez toi, à 9 heures à la maison. À 11 heures, il dort déjà. Zina ajouta. J'ai pris des cordes solides du tracteur. Les pinces de la forge, nous les chaufferons au feu. Baba Valia dit. Le taureau gromme est méchant. Si on l'énerve, il piétine. Nous l'y conduirons, nous attacherons Morozov au poteau, nous le laisserons. Le matin, nous le trouverons. Nous dirons qu'ivre, il s'est approché du taureau. Datcha demanda. Et si quelqu'un voit ? Niura répondit. Personne ne verra. Nous y allons la nuit. Tous dorment. Et ceux qui ne dorment pas sont avec nous. Klavdia Ivanovna regarda Datcha. Tu peux rester, nous comprendrons. Datcha secoua la tête. Non, j'irai. Zina hocha la tête. Alors demain, à minuit, ici. Nous y allons ensemble. Datcha se leva. Je serai là. Elle sortit la première, retourna derrière les maisons. Dans sa poitrine, pas de peur, une décision, ferme comme un os. Le matin, elle souriait à nouveau aux patients, prenait la tension, faisait des piqûres. À midi, Morozov passa, apporta des pirotchki. « Mange, dit-il, il faut des forces. » Datcha prit un pirotchki, mordit dedans. « Merci. » Il la regarda attentivement. « Tu es différente aujourd'hui. » Datcha sourit. « J'ai juste bien dormi ?» Morozov grogna. « Bien, je passerai ce soir. »« J'attends, » répondit-elle. Il partit. Tante Clava passa 1 minute plus tard. « Tout va bien, répondit Datcha. Klavdia Ivanovna la regarda longuement. « Cette nuit ?» Datcha hocha la tête. « Cette nuit. » Toute la journée, elle travailla, reçut, nota, sourit. Le soir, elle ferma l'ambulatoire, rentra chez elle, s'assit sur le lit, ouvrit le cahier, écrivit la dernière ligne. 20 heures. Morozov a apporté des pirotchki, a dit qu'il passerait ce soir. Elle ferma le cahier. À minuit, elle sortit par la porte de derrière, passa derrière les maisons. La porte de tante Clava était ouverte. À l'intérieur, les mêmes 4 femmes. Sur la table, cordes, pinces, hachette, couteau. « Prête ?» demanda Clava. « Prête », répondit Datcha. Elles sortirent. 5 ombres glissèrent dans la rue. Personne ne vit, personne n'entendit. Elles allaient vers les tables. Igor Viktorovitch se réveilla à 7h53. La tête bourdonnait. Dans sa bouche restait le goût de l'eau-de-vie de la veille. Il se leva du lit, se frotta les tempes, cracha par terre. La soirée d'hier s'était passée comme d'habitude. Une bouteille, des cigarettes, des pensées sur Datcha. Elle ne résistait déjà plus, restait simplement allongée et attendait qu'il finisse. Cela lui plaisait plus que les cris. Il se leva, enfila son pantalon, mit sa veste, laissa le pistolet dans le tiroir. Aujourd'hui, pas de service, juste une inspection. Datcha devait avoir déjà ouvert l'ambulatoire. Il voulait passer, la regarder dans les yeux, lui rappeler qui commandait ici. Dans la rue, c'était vide. Ni les chiens n'aboyaient, ni les coqs ne chantaient. Seul le vent chassait les feuilles sèches sur la route. Igor Viktorovitch alla vers l'ambulatoire de sa démarche lourde habituelle. Les bottes faisaient un bruit de succion dans la boue. Devant le perron, il s'arrêta. La porte était ouverte. À l'intérieur, le silence. Il poussa la porte de l'épaule. « Daria !» cria-t-il. « Où es-tu » Personne ne répondit. Il fit un pas à l'intérieur. La salle d'accueil était vide. Le registre était ouvert sur la table. La dernière note datait d'hier. 19h40. Après, rien. « Hé !» rugit-il plus fort. « Sors, ne te cache pas !» Un pas derrière lui. Il se retourna. Dans l'embrasure se tenaient des femmes. 5. Tante Clava devant, derrière elle Zina, Niura, Baba Valia, et encore une autre qu'il connaissait mal. Tante Mania de la ferme. Dans leurs mains des fourches, une hache, une corde, un couteau. « Prête ?» demanda Clava. « Prête !» répondit Datcha.
C'est quoi ce cirque demanda-t-il. Vous êtes devenues folles, les bonnes femmes? Tante Clava fit un pas en avant. Pas un cirque, Igor Viktorovitch, un tribunal. Il éclata de rire. Quel tribunal encore? Vous êtes qui? Je vous enverrai tout au district pour rébellion, pour agression contre un représentant du pouvoir. 10 ans chacune. Zina leva les fourches. Tais-toi. Morozov cessa de rire, les regarda l'une après l'autre. Vous êtes sérieuse? Personne ne répondit. Il glissa la main à sa ceinture, là où d'habitude pendait le pistolet. Ses doigts saisirent le vide. Où est mon arme? Demanda-t-il doucement. Tante Clava montra la table. Le pistolet y était posé, déchargé, la culasse ouverte. Nous ne sommes pas idiotes, dit-elle. Morozov recula d'un pas. Vous comprenez au moins ce qui va se passer? On va me chercher. Le district viendra. Vous toutes. Niura l'interrompit. Personne ne viendra. Tu le disais toi-même. Je suis la loi ici. Voilà tout. Il se précipita vers la porte. Baba Valia se mit en travers, leva la hache. Où vas-tu? Morozov se figea. Les bonnes femmes, commença-t-il d'une autre voix. Parlons. Je ne suis pas une bête, je peux... Tante Clava fit signe à Zina. Zina fit un pas en avant, le frappa au ventre avec le manche des fourches. Il se plia, râla. Niura par derrière lui passa la corde autour du cou, serra. Il se débattit, agrippa sa gorge. Baba Valia frappa son genou avec la hache. Pas un coup tranchant, mais à plat, pour briser. Craquement d'os. Morozov tomba par terre, hurla. « Debout !» dit Clava. On le releva par les bras. Il râlait, jurait, crachait. « Vous êtes des ordures, je vais vous toutes !» Zina le gifla. « Tais-toi !» Elles le firent sortir par la porte de derrière. Derrière l'ambulatoire se dressait un vieux pin, celui-là même où il aimait fumer et regarder les infirmières. Au tronc était déjà attachée une deuxième corde. Morozov gémissait. « Non, non, les bonnes femmes, ne faites pas ça. Je rendrai tout, l'argent, la vodka, relâchez-moi. » Tante Clava s'approcha tout près. « Tu nous as relâchés quand Natashka pendait au bout d'une corde? Tu l'as relâché ?» Il se tut, respirait seulement lourdement. Elles le plaquèrent contre le tronc dos au pin, ramenèrent ses bras en arrière, attachèrent. Les jambes aussi. Il se débattait, les cordes s'enfonçaient dans la peau. « S'il vous plaît, murmura-t-il, je ne voulais pas, je... » Zina lui retira sa veste, puis sa chemise, puis son pantalon. Il resta nu, tremblant de froid. « Tu as froid ?» demanda Niura. « Et Matania, elle avait froid quand tu l'as prise dans la grange ?» Morozov secouait la tête. « Je ne recommencerai plus, je le jure. » Tante Clava regarda les autres. « Prête ?» Toutes hochèrent la tête. Elle sortit de sa poche un briquet et un chiffon imbibé d'essence, l'alluma. La flamme jaillit. « Attendez !» dit Dasha. Elle sortit de l'ombre. Toutes se tournèrent. Dasha s'approcha de Morozov. Il la regarda. Dans ses yeux, une supplication. « Daria, ma petite, ne fais pas ça. Pardon. » Dasha se pencha vers son visage. « Tu disais, supporte. J'ai supporté. Maintenant c'est ton tour. » Elle prit la lampe qu'elle avait apportée, ouvrit le verre, approcha la flamme de sa poitrine, là où il s'était pressé contre elle. La peau grésilla, les poils s'enflammèrent. Morozov hurla, se débattit si fort que les cordes craquèrent. Datcha tenait la lampe fermement. La flamme léchait la peau, laissait une trace noire, l'empreinte d'une paume. Quand le feu s'éteignit, sur la poitrine resta un contour carbonisé, une paume de femme. Datcha recula. Morozov râlait. Des larmes coulaient sur son visage. Les femmes se taisaient. Tante Clava dit « Laissons-le, qu'il réfléchisse lui-même. » Elles se retournèrent et partirent. Morozov resta suspendu au pin, nu, avec une paume brûlée sur la poitrine, avec les genoux brisés, dans le froid de novembre. Le matin, on le trouva mort.
Officiellement, mort de froid, ivre dans la rue, tombé, blessé, hémorragie des plaies. Personne ne fut surpris. Elles le firent sortir de l'ambulatoire par la porte de derrière. Morozov marchait en silence, ne résistait déjà plus, respirait seulement lourdement par la bouche. Les mains liées dans le dos, les jambes flageolantes du cou au genou. Zina et Niura le tenaient sous les coudes pour qu'il ne tombe pas avant l'heure. Le vieux pin se dressait à 10 pas. Au tronc était déjà attachée une deuxième corde, épaisse, de câble de tracteur. Tante Clava fit signe. « Mettez-le ». Elles le plaquèrent poitrine contre l'écorce. Il se débattit, tenta de repousser avec le pied. Baba Valia lui marcha sur le pied, appuya de tout son poids. Craquement. Il hurla brièvement, s'étouffant. « Tenez-le bien », dit Clava. Les bras furent ramenés derrière le tronc, enroulés de cordes, les jambes écartées sur les côtés, attachées aux branches basses. Il pendait presque crucifié, nu. La peau couverte de chair de poule du froid, le souffle s'échappant en nuages. « Les bonnes femmes, râla-t-il. Parlons, j'ai tout compris. Relâchez-moi, je partirai. Pas un mot à personne. Personne ne répondit. Tante Clava s'accroupit près du feu que Zina avait déjà allumé dans une vieille bassine en fer. Dans le feu étaient posées les pinces de forgeron, celles-là même qui se trouvaient à la forge depuis la guerre. Elle attendit que le métal rougisse. « Tu nous as pincé toute notre vie, dit-elle sans le regarder. Maintenant, nous allons te pincer. » Morozov secoua la tête. « Ne faites pas ça, s'il vous plaît, je suis un être humain. » Clava prit les pinces. Le métal brillait d'un rouge cerise. Elle s'approcha. « Le premier doigt », annonça-t-elle comme si elle lisait un verdict. Elle prit son pied droit, le gros orteil, le serra avec les mâchoires brûlantes, tourna lentement. Craquement. Hurlement. Morozov se débattit de tout son corps. Les cordes s'enfoncèrent dans la peau, le sang gicla sur l'écorce. « Le suivant », dit Clava. Le deuxième orteil. Le même son, le même cri. Il ne suppliait déjà plus, hurlait simplement comme un animal. Zina fit un pas en avant, leva le manche d'une pelle. « Ça, c'est pour ma Tania, » dit-elle, et le frappa aux côtes. Craquement. Morozov s'étouffa, cracha du sang. Niura prit le couteau à poisson. « Et ça, pour ma sœur !» Elle entailla la cuisse, pas profondément, mais assez pour que le sang coule en filets. Baba Valia se tenait silencieuse, puis s'approcha et le frappa simplement du poing au ventre. Une fois, 2 fois, 3 fois. Il se plia autant que les cordes le permettaient et commença à cracher du sang. « Assez, » dit Clava. « Il doit sentir. » Morozov pendait, respirant lourdement. Les yeux révulsés, mais la conscience tenait encore. « Datcha !» appela tante Clava. Datcha sortit de l'ombre. Dans ses mains, une lampe à pétrole, le verre retiré, la flamme régulière, jaune. Elle s'approcha lentement. Les femmes s'écartèrent. Morozov leva la tête, la vit. Dans ses yeux, une supplication. « Datch !» râla-t-il. « Ne fais pas ça, pardon. Je ne voulais pas. » Datcha s'arrêta à un pas de lui, le regarda au visage. Calmement, presque indifférente. « Tu disais, supporte. J'ai supporté. Maintenant, c'est ton tour. » Elle leva la lampe, approcha la flamme de sa poitrine, là où il s'était pressé contre elle de tout son corps. La peau grésilla immédiatement, les poils s'enflammèrent, l'odeur de chair brûlée frappa les narines. Morozov hurla, se débattit si fort que la corde sur le bras droit se rompit. Il tenta de la frapper du coude. Zina attrapa le bras, le tordit en arrière. Dasha tenait la lampe fermement. La flamme léchait la peau, laissait une trace noire, l'empreinte d'une paume. Les contours des doigts apparaissaient clairement, comme une marque au fer. Il ne criait déjà plus, râlait, les yeux révulsés, le corps mou. Dasha retira la lampe. « C'est fait, »
dit-elle doucement. Tante Clava regarda la brûlure, hocha la tête. Laissons-le, qu'il réfléchisse lui-même. Elles se retournèrent, repartirent derrière les maisons. Personne ne se retourna. Morozov resta suspendu au pin, nu, avec une paume brûlée sur la poitrine, avec les orteils tordus, avec les jambes brisées, dans le froid de novembre. Le matin, on le trouva mort. Officiellement, mort de froid, ivre dans la rue, tombé, blessé, hémorragie des plaies. Personne ne fut surpris. Le matin commença par le coup habituel à la porte de l'ambulatoire. Tante Clava ouvrit. Sur le seuil se tenait le grand-père Pokom, toussant dans son poing. « Dariushka, où est-elle » demanda-t-il. « La tension saute encore. » Klavdia Ivanovna le regarda calmement. « Elle n'est pas là. Elle est partie. »« Comment partie ? Où ?»« En ville pour raison familiale. » Il resta là, toussa encore une fois. « Et quand reviendra-t-elle ?»« Elle ne reviendra pas, » répondit Clava. « L'affectation est terminée, on l'a rappelée. » Le grand-père Pokom hocha lentement la tête, comme s'il digérait l'information. « Bon, alors donne-moi les vieux comprimés. » Clava lui donna un flacon. « Prends-en 2 et ne fume pas à jeun. » Il prit les comprimés, les fourra dans sa poche. « Clava, et lui ?» Il baissa la voix. « On l'a trouvé ?»« On l'a trouvé, » répondit-elle calmement. Mort de froid. Il était ivre. Tombé près du pin. Blessé. Sang des plaies. Le grand-père Pokom la regarda dans les yeux. « Tombé tout seul ?»« Tout seul, » dit Clava. « Nous avons tous vu. Ivre, il s'est approché là où il ne fallait pas. » Il hocha la tête. Compris. Se retourna et partit. Le même jour arriva un enquêteur du district, jeune, en uniforme neuf, avec un dossier sous le bras. Il entra à l'ambulatoire. Tante Clava était assise à la table, triait des fiches. « Où est l'infirmière ?» demanda-t-il. « Elle est partie, » répondit Clava. « Hier soir, pour raison familiale. » L'enquêteur fronça les sourcils. « Et qui a trouvé le corps du policier de secteur ?»« C'est moi qui l'ai trouvé, » dit-elle. « Ce matin, j'ouvrais l'ambulatoire. Je vois qu'il pend au pin, nu, mort de froid. »« Nu ? Il était ivre, il a enlevé ses vêtements, ça arrive. » L'enquêteur écrivait. « D'autres ont vu ?»« Tous ont vu, » répondit Clava. « Ceux qui passaient, tous ont vu. Ivre, tombé, blessé, sang des plaies, mort de froid. » Il hocha la tête. « Compris. Et les doigts, ils sont tordus. » Clava haussa les épaules. « Tombé mal, le pin est vieux, les branches tordues. Il s'est accroché, s'est tordu les doigts. » L'enquêteur la regarda longuement. « Bon, signez le procès-verbal. » Clava signa. La main ne trembla pas. L'enquêteur fit le tour du village, demanda à Zina. « Vous avez vu ?» Zina hocha la tête. « J'ai vu, il titubait, ivre, puis silence. Le matin, il pendait. » Chez Niura. « Il était ivre, dit Niura. Il s'est approché lui-même, il est tombé. » Chez Baba Valia. « Mort de froid, répondit Valia. C'est sa faute. » Toutes disaient la même chose, mot pour mot, comme si elles avaient répété. L'enquêteur resta assis à l'administration, se gratta la nuque, ferma le dossier. « Accident, dit-il à voix haute. Intoxication alcoolique, non-respect des règles de sécurité. Affaire classée. » Il partit le lendemain. Dasha partit une semaine plus tard. Elle fit sa valise en une nuit, ne dit rien, laissa simplement un mot sur la table. Pour raison familiale. Document remis. Daria Mikhailovna. Tante Clava trouva le mot le matin, le lut, le plia, le cacha dans sa poche. Intelligente, murmura-t-elle. Le nouveau policier de secteur arriva 10 jours plus tard. Jeune, 27 ans environ. Il s'appelait Sergueï Nikolaïevitch, uniforme neuf, épaulette de sous-lieutenant. Il entra à l'ambulatoire, retira sa casquette. « Bonjour, dit-il. Policier de secteur Sergueï Nikolaïevitch. Je vais travailler à la place de... à la place du précédent. » Tante Clava le regarda. « Bonjour, vous prendrez du thé ?»« Merci, je ne refuse pas, » répondit-il. Elle servit, il s'assit. « J'ai entendu dire qu'il y a eu un incident ici. » Clava hocha la tête. « Il y en a eu un. »
Mort de froid, ivre, accident. Sergueï Nikolaïevitch la regarda. « Et vous, qu'en pensez-vous ?»« Ce qui est écrit dans le procès-verbal, répondit-elle. C'est ce que je pense. » Il hocha la tête. « Compris. Alors je vais travailler selon les règles. » Il finit son thé et se leva. « Si besoin, adressez-vous à moi, la porte est ouverte. » Clava le suivit du regard. « Vous frapperez ?» demanda-t-elle pour finir. « Je frapperai, répondit-il. Toujours. » Il sortit, ferma la porte doucement. Le même soir, Zina passa chez Clava, s'assit sur un tabouret. « Le nouveau est arrivé ?»« Il est arrivé, répondit Clava. Poli. Pour l'instant, poli. » Zina resta silencieuse un moment. « Dashka est partie ?»« Elle est partie, dit Clava. Intelligente. » Zina la regarda. « Tu penses qu'elle parlera ?» Clava secoua la tête. « Elle ne parlera pas. Elle va se taire maintenant, comme nous. » Un mois plus tard, sur la clôture de l'administration, quelqu'un gribouilla à la craie une paume de femme, simple, anguleuse. À l'intérieur, une petite flamme. Une semaine plus tard, sur la grange de Zina, la même. 2 semaines après, sur le mur de l'étable. Personne ne savait qui dessinait, mais tous comprenaient. Tante Clava vit la première marque le matin. Elle s'approcha, passa le doigt sur la ligne, sourit brièvement, des lèvres seulement. « Elle est vivante !» murmura-t-elle, et alla ouvrir l'ambulatoire.